Le bruit du moteur de la Ferrari résonnait dans la rue résidentielle lorsqu'Eduardo freina brusquement devant sa villa. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant une scène qu'il n'aurait jamais imaginée. Son fils de 6 ans, Gabriel, était à genoux devant le portail de la maison voisine, les petites mains tendues à travers les barreaux, suppliant un morceau de pain que la vieille dame essayait de lui donner, les larmes aux yeux. « S'il vous plaît, Madame Elena. Juste un petit peu. » La voix faible de l'enfant transperça le cœur d'Eduardo comme une lame. Le garçon était visiblement plus maigre, avec de profondes cernes et des vêtements sales pendus sur son petit corps frêle. Comment cela était-il possible? Il avait laissé son fils sous la garde de Carla, une nounou avec d'excellentes références, pendant qu'il voyageait pour conclure des affaires millionnaires à Dubaï. Eduardo bondit de la voiture sur un coup de tête, son costume italien se froissant alors qu'il courait vers son fils. « Gabriel. Mon fils, que se passe-t-il » En le touchant, il sentit les os saillants sous sa peau pâle. L'enfant se retourna, et pendant un instant, il ne reconnut pas son propre père, tant la confusion dans ses yeux était grande. « Papa, tu es revenu ?» La voix sortit comme un chuchotement rauque. Gabriel vacilla, et Eduardo le soutint avant qu'il ne tombe. L'odeur de l'enfant était étrange, chimique, rien à voir avec le parfum enfantin qui le caractérisait toujours. Madame Elena s'approcha de la clôture, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. « Monsieur Eduardo, grâce à Dieu vous êtes revenu. Ça fait 3 jours que je vois ce garçon demander de la nourriture. J'ai essayé de lui donner, mais cette femme apparaît toujours en criant, disant qu'il est puni et qu'il ne peut pas manger. » Ses mains tremblaient d'indignation. Ce matin, elle n'est même pas venue. Le garçon était évanoui ici sur le trottoir quand je me suis réveillé. Le monde d'Eduardo s'effondra. 3 jours, Carla avait envoyé des messages quotidiens disant que tout allait parfaitement, envoyant même des photos du fils jouant dans le jardin. Comment ces photos avaient-elles été prises si Gabriel était clairement malnutri depuis des jours? Portant Gabriel dans ses bras, Eduardo courut à l'intérieur de la maison, criant le nom de la nounou. Un silence absolu l'accueillit. La villa était étrangement trop bien rangée, comme si personne n'y avait vécu récemment. Il monta les escaliers en trébuchant jusqu'à la chambre de son fils, et ce qu'il vit le laissa sans souffle. La chambre était verrouillée de l'extérieur, avec un gros verrou installé sur la porte. Ses mains tremblèrent en ouvrant la serrure improvisée. L'odeur qui s'échappait de la chambre était insupportable. Il y avait un seau dans un coin, des excréments sur le sol, et sur la table de chevet, des flacons de médicaments qu'Eduardo n'avait jamais vus auparavant. Il prit l'un des flacons, lorazépam, usage adulte. Son fils de 6 ans était drogué aux anxiolytiques. Gabriel se blottit contre la poitrine de son père, murmurant des mots incohérents. « Tati Carla a dit que tu ne reviendrais plus, que j'étais un mauvais garçon, que maman est partie parce que je suis né. » L'enfant pleurait, mais ses larmes semblaient lentes, artificielles, comme si même sa capacité à exprimer la douleur avait été modifiée chimiquement. Eduardo sentit une fureur meurtrière envahir sa poitrine. Où était Carla? Comment une femme qui avait pris soin d'autres familles importantes de la ville, avec des références impeccables d'avocats et de médecins renommés, avait-elle pu se transformer en ce monstre? Il prit le téléphone et appela les urgences, tout en berçant Gabriel dans ses bras. L'enfant était trop chaud, déshydraté, et ses lèvres avaient une coloration étrange. En attendant l'ambulance, Eduardo fouilla la maison à la recherche d'indices sur la localisation de Carla. C'est alors qu'il trouva quelque chose qui le glaça. Dans le bureau, caché derrière des livres, il y avait un ordinateur portable ouvert sur une conversation WhatsApp. Les messages étaient entre Carla et quelqu'un identifié seulement comme « patron ». Les derniers messages le firent remettre en question sa propre santé mentale. « Patron, le garçon résiste beaucoup aux médicaments. Peut-être est-il temps de passer au plan B. Carla, je peux augmenter la dose. Il peut encore servir quelques jours. Patron, attention à ne pas laisser de marque visible. Les vidéos se vendent bien sur le réseau. Les clients aiment quand ils semblent naturellement faibles. » Eduardo faillit vomir. Quelle vidéo? Quel réseau? Ses doigts tremblaient en faisant défiler les messages vers le haut, découvrant une horreur encore plus grande. Carla n'agissait pas seule. Il y avait des dizaines de noms d'autres nounous, d'autres adresses, d'autres enfants. L'ambulance arriva, et tandis que les ambulanciers examinaient Gabriel, Eduardo photographia rapidement toutes les conversations avec son téléphone. Quelque chose de beaucoup plus grand se passait, et son fils n'était qu'une des victimes. Mais pourquoi sa famille avait-elle été choisie? La réponse vint dans l'un des derniers messages qu'Eduardo réussit à lire avant de partir à l'hôpital. La veuve Eduardo Mendes est la cible parfaite. Riche, veuf, toujours en voyage. Son fils rapportera beaucoup d'argent. Et s'il découvre quelque chose? Le message s'arrêtait là, mais Eduardo comprit la menace. Carla savait qu'il était veuf depuis qu'il avait perdu Amanda dans un accident de voiture il y a 2 ans.
Elle avait profité de sa douleur, de son dévouement excessif au travail, pour compenser l'absence de la mère dans la vie de son fils. Si vous aimez cette histoire et voulez découvrir comment Eduardo va démasquer ce réseau criminel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun détail de cette enquête choquante. À l'hôpital, tandis que les médecins examinaient Gabriel, Eduardo reçut un appel qui allait tout changer. C'était un numéro inconnu, mais la voix de l'autre côté le glaça. « Monsieur Mendes, imaginez ma surprise de découvrir que vous êtes revenu plus tôt de Dubaï. » La voix féminine était douce, presque maternelle, mais portait une froideur tranchante comme la glace. C'était Carla. « Où diable êtes-vous? Qu'avez-vous fait à mon fils ?» rugit Eduardo dans le couloir de l'hôpital, faisant se retourner les infirmières, alarmées. « Oh, Gabriel va beaucoup mieux qu'il ne devrait, compte tenu de ce qu'il nous a coûté. » Carla rit, un son perturbant qui ne correspondait pas à la femme gentille qu'Eduardo avait connue. « Vous savez, Eduardo, les hommes comme vous sont si prévisibles. Ils travaillent tellement pour oublier la douleur qu'ils oublient de protéger ce qui compte vraiment. » Eduardo serra le poing. « Si vous touchez encore une fois à mon fils, que ferez-vous? Me dénoncer ?» La voix de Carla devint venimeuse. « Avec quelle preuve? Vous croyez vraiment que nous sommes des amateurs? Vos voisins témoigneront que j'étais une nounou exemplaire. Les caméras de sécurité de votre maison ont été accidentellement endommagées la semaine dernière. Et cet ordinateur portable que vous avez trouvé? Je parie qu'il n'est déjà plus là. » Eduardo courut dans le couloir jusqu'à une fenêtre donnant sur sa maison. Même à distance, il pouvait voir des mouvements suspects sur sa propriété. Des voitures étranges, des gens entrant et sortant. Son sang bouillit en réalisant que, pendant qu'il courait avec Gabriel à l'hôpital, des criminels effaçaient des preuves dans sa propre maison. « Tu es un monstre, » murmura Eduardo au téléphone. « Je suis une entrepreneuse, Eduardo. Et vous venez de me coûter beaucoup d'argent. » Carla fit une pause, et Eduardo entendit des voix en arrière-plan, planifiant quelque chose. Gabriel était notre star. Les enfants riches et bien soignés sont rares sur notre marché. Ils rapportent plus parce que la chute est plus grande. Savez-vous combien a été payé pour la dernière vidéo de votre fils pleurant sa mère morte? Eduardo eut envie de vomir. Comment savez-vous pour Amanda? Nous recherchons toutes les familles avant d'accepter le travail de nounou. Les veufs sont nos cibles préférées. Vulnérables, désespérés d'aide, toujours en voyage pour travailler et oublier la douleur. Parfait. La froideur dans la voix de Carla était assourdissante. Amanda est morte il y a exactement 2 ans et 3 mois, n'est-ce pas? Accident de voiture sur l'autoroute, en revenant de la consultation médicale. Vous blâmez le travail parce qu'elle est partie seule ce jour-là. Chaque mot était un coup de poignard. Eduardo n'avait jamais raconté ces détails à Carla. Comment savait-elle tout? Curieux. Carla rit à nouveau. Nous avons un dossier complet sur vous, Eduardo. Nous savons que vous criez le nom d'Amanda pendant les cauchemars, que vous laissez son alliance sur la table de chevet, que Gabriel demande chaque soir quand maman reviendra. Des informations précieuses pour briser un enfant psychologiquement. Eduardo s'appuya contre le mur, sentant ses jambes fléchir. Pourquoi Gabriel? Pourquoi mon fils? Parce que les hommes comme vous paient n'importe quel prix par culpabilité. Et parce que des enfants comme Gabriel, éduqués et innocents, réveillent les instincts les plus malsains de nos clients. Carla fit une pause calculée. Vous voulez savoir combien nous avons gagné avec votre fils ces 3 derniers mois? 52 000 $. Rien que pour les vidéos de lui suppliant sa mère. Le premier choc frappa Eduardo comme un coup de poing. 3 mois? Mais vous ne travaillez pour nous que depuis 6 semaines. Oh, cher Eduardo, je travaille pour vous depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginez. La voix de Carla devint encore plus sinistre. Vous vous souvenez de la physiothérapeute qui a soigné Gabriel après qu'il s'est cassé le bras au terrain de jeu? Vous vous souvenez du professeur particulier d'anglais? La nutritionniste que vous avez engagée parce que Gabriel mangeait mal? Le monde d'Eduardo s'effondra. Toutes ces femmes étaient Carla, avec des déguisements différents, des noms faux, des personnalités fabriquées. Elle s'était infiltrée dans sa vie depuis des mois, étudiant les routines, créant des dossiers, préparant le terrain pour le coup final. Impossible. Je l'aurais reconnu. Perruque, lentilles de contact, maquillage professionnel, accent différent. J'ai une formation en théâtre, Eduardo. Et j'ai une équipe très talentueuse. Carla soupira, comme si elle s'ennuyait. La physiothérapeute a planté les premières caméras cachées. La prof d'anglais a installé le logiciel sur vos ordinateurs pour surveiller vos voyages. La nutritionniste a commencé à introduire de petites doses de sédatifs dans la nourriture de Gabriel pour qu'il devienne plus docile.
Eduardo se souvint des changements graduels dans le comportement de son fils ces derniers mois. Gabriel était devenu plus calme, plus somnole, moins actif. Tous, y compris le pédiatre, avaient attribué cela à la phase naturelle d'adaptation après la perte de la mère. Carla avait utilisé la douleur de la famille comme camouflage parfait pour ses crimes. « Et maintenant ?» demanda Eduardo, essayant de contrôler sa voix. « Maintenant vous avez deux options, Eduardo. Première, restez silencieux, et Gabriel restera juste une statistique perdue dans le système. Deuxième, essayez de me dénoncer, et vous découvrirez que des personnes très puissantes sont impliquées dans cette affaire. Des personnes qui peuvent faire disparaître un homme riche comme vous sans laisser de traces. » L'appel fut coupé, laissant Eduardo seul dans le couloir de l'hôpital avec une certitude terrifiante. Carla ne bluffait pas. Le réseau criminel était plus vaste et organisé qu'il n'aurait jamais imaginé. Et maintenant lui et Gabriel étaient dans le viseur de prédateurs qui transformaient la douleur enfantine en profit millionnaire. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'hospitalisation de Gabriel. Eduardo avait engagé une sécurité privée pour l'hôpital et s'était temporairement installé dans un appartement sécurisé en centre-ville. Officiellement, il suivait le conseil médical de garder Gabriel à l'écart des déclencheurs traumatiques. En réalité, il préparait la vengeance la plus calculée de sa vie. Le jour, Eduardo jouait le rôle du père dévasté, visitant Gabriel, parlant avec les psychologues, donnant des interviews émues aux journaux locaux sur comment les familles peuvent se protéger des nounous criminels. Derrière les caméras, cependant, il déplaçait les pièces d'un jeu beaucoup plus complexe. Son premier mouvement fut d'engager discrètement Victor Petrov, un détective privé ayant travaillé pour des agences de renseignement européennes. Victor était spécialiste du démantèlement de réseaux criminels organisés, et son tarif de $200 000 par semaine n'intimidait pas Eduardo. L'argent était la seule chose dont il disposait en abondance, et il savait maintenant exactement comment l'utiliser. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, Eduardo », dit Victor lors d'une réunion secrète dans l'appartement sécurisé. Sur la table, il étala des dizaines de photos, documents et captures d'écran de conversation. Carla n'est pas son vrai nom. C'est Patricia Volkov, née en Roumanie, avec des antécédents policiers dans 6 pays différents. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Eduardo étudia les photos. Carla apparaissait sous plusieurs identités différentes. Une blonde sophistiquée à Monaco, une brune discrète à Londres, une rousse extravagante à New York. Toutes les photos avaient un point commun. Elle était toujours proche d'enfants de familles riches. Elle fait partie d'une organisation qu'ils appellent « Projet Larme », poursuivit Victor, pointant un diagramme complexe sur le mur. Ce ne sont pas seulement des nounous criminels, Eduardo. C'est un réseau international de trafic de contenu pour enfants, de chantage et d'enlèvement sur commande. Ils ont des clients payant des millions pour un accès exclusif. Le sang d'Eduardo se glaça. Combien d'enfants? Lors des dernières enquêtes, nous avons identifié au moins 400 familles dans 12 pays. Toutes riches, toutes vulnérables, toutes avec des enfants âgés de 4 à 8 ans. Victor fit une pause, pesant ses mots. Eduardo, ce qui est arrivé à Gabriel se produit simultanément avec des centaines d'autres enfants en ce moment précis. Le deuxième choc frappa Eduardo comme la foudre. Ils n'ont pas choisi Gabriel par hasard. Ils l'ont choisi parce que vous êtes la cible principale de toute l'opération. Comment ça? Victor pointa un dossier rouge dans un coin de la table. Votre entreprise, Mendes Holdings, a involontairement blanchi de l'argent pour cette organisation via des investissements dans des sociétés écrans en Europe de l'Est. Ils ont des preuves falsifiées qui pourraient détruire votre réputation et vous envoyer en prison pendant des décennies. Eduardo ouvrit le dossier avec des mains tremblantes. Contrats falsifiés, transferts bancaires fabriqués, signatures parfaitement imitées. Si ces documents étaient présentés aux autorités, ils perdraient tout, entreprise, argent, liberté et surtout Gabriel. C'est pour ça qu'ils m'ont menacé avec des « personnes puissantes », murmura Eduardo. Ils peuvent me détruire financièrement avant même que je ne les approche. Exact. Le plan était simple. Utilisez Gabriel pour vous faire chanter éternellement, vous forcer à blanchir de l'argent via vos entreprises, et si vous résistiez, détruire votre vie avec des preuves fabriquées. Victor se leva et alla jusqu'à la fenêtre. Mais ils ont commis une erreur fatale. Ils ont sous-estimé votre capacité de réaction. Eduardo sentit une étincelle d'espoir pour la première fois depuis des semaines. Quelle erreur! Il ne s'attendait pas à ce que vous découvriez tout si rapidement, ni que vous ayez les ressources pour engager quelqu'un comme moi. Victor sourit pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Et surtout, il ne s'attendait pas à ce que vous trouviez ceci. Victor posa une clé USB sur la table. Lors d'une des infiltrations dans la maison de Patricia, j'ai pu copier leur serveur principal. Tout est là,
Eduardo, liste de clients, vidéos d'autres enfants, compte bancaire, identité fausse, plan futur. Preuves suffisantes pour arrêter tout le réseau. Mais Eduardo savait que des preuves seules ne suffiraient pas. Si nous livrons ça à la police ordinaire, les « personnes puissantes » qu'elle mentionnait étoufferont tout. Il nous faut quelque chose de plus grand. J'y ai déjà pensé. Victor connecta la clé USB à son ordinateur portable. J'ai des contacts à l'Interpol, au FBI et dans les polices de plusieurs pays. Nous allons coordonner une opération mondiale simultanée. Mais pour que cela fonctionne, Patricia doit commettre une erreur sur le territoire national. Eduardo serra les poings. Comment? Elle va tenter d'enlever Gabriel à l'hôpital. J'ai des informations selon lesquelles il prévoit cela pour cette semaine. Leur opération ne fonctionne que s'ils récupèrent les marchandises perdues. Victor montra des interceptions de messages sur l'ordinateur. Elle a besoin de Gabriel pour maintenir sa crédibilité auprès des clients. C'était l'opportunité qu'Eduardo attendait. Alors donnons-lui exactement ce qu'elle veut. Dans les 48 heures suivantes, Eduardo orchestra le plan le plus risqué de sa vie. Il répandit des rumeurs contrôlées selon lesquelles Gabriel serait sorti de l'hôpital vendredi. Il divulgua de fausses informations sur les horaires de sécurité de l'hôpital. Il créa l'illusion parfaite de vulnérabilité. Pendant ce temps, Victor coordonnait avec les agences internationales. Des équipes spéciales étaient positionnées simultanément dans 17 pays. Toutes attendant le signal pour attaquer en même temps, empêchant qu'un membre du réseau ne s'échappe ou ne prévienne les autres. Le jeudi soir, Eduardo dit au revoir à Gabriel à l'hôpital. L'enfant était encore fragile, mais ses yeux avaient retrouvé un peu de l'éclat perdu. « Papa, tu vas me protéger, n'est-ce pas ?» Eduardo embrassa le front de son fils, le cœur brisé. « Toujours, mon fils. Peu importe ce qui se passera demain, souviens-toi, papa t'aime plus que tout au monde. » En quittant la chambre, Eduardo savait qu'il s'apprêtait à tout miser sur un seul coup. Si cela échouait, il perdrait Gabriel pour toujours. Si cela réussissait, il détruirait un réseau qui avait torturé des centaines d'enfants innocents. Vendredi, 14h27. Eduardo était caché dans une salle d'observation de l'hôpital lorsque Victor murmura dans son émetteur. 3 véhicules suspects approchent. Une camionnette blanche, une berline noire et une ambulance factice. C'est elle. À l'extérieur, Patricia était arrivée déguisée en infirmière-chef, avec de faux documents de transfert de Gabriel vers une clinique spécialisée dans les traumatismes infantiles. Son plan était audacieux. Entrer par la porte principale, convaincre le personnel médical qu'elle avait l'autorisation légale de transférer l'enfant et sortir comme s'il s'agissait d'une procédure de routine. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Eduardo avait secrètement remplacé tout le personnel du service de l'après-midi par des agents infiltrés du FBI. Elle, infirmière qui l'accueillit à la réception, était en réalité l'agent spécial Sarah Chen, spécialiste des crimes contre les mineurs. « Document de transfert, s'il vous plaît », dit l'agent Chen avec un naturel professionnel. Patricia tendit un dossier contenant des papiers qui semblaient officiels. Eduardo observait tout à travers les caméras de sécurité, admirant son sang-froid. Même sachant qu'elle marchait vers un piège, Patricia gardait la posture parfaite d'une professionnelle de santé. « Tout semble en ordre », mentit l'agent Chen. « Je vais appeler le docteur Martinez pour l'autorisation finale. » Pendant que Patricia attendait, Eduardo reçut des confirmations par l'émetteur. Londres, cible capturée. Bucarest, opération terminée. Dubaï, réseau démantelé. Victor avait coordonné 17 opérations simultanées à travers le monde. En quelques minutes, toute la structure internationale du projet Larme était en train d'être détruite. Mais à l'hôpital, l'opération la plus importante était toujours en cours. Le docteur Martinez, en réalité un agent fédéral déguisé, apparut dans le couloir en poussant un brancard avec un enfant couvert de drap. C'était Gabriel, sédaté avec autorisation médicale pour sa propre protection. Eduardo sentit son cœur se briser en voyant son fils utilisé comme appât, mais savait qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Enfant stabilisé pour transfert, annonça l'agent déguisé. Patricia s'approcha du brancard, et pendant un instant, Eduardo vit quelque chose d'inattendu sur son visage. Un éclat de ce qui pourrait être du remords. Elle toucha délicatement le visage de Gabriel, murmurant des mots qu'Eduardo ne put entendre. « Prête à partir ?» demanda l'agent Chen. « Oui, allons-y. » C'est alors que Patricia commit son erreur fatale. En sortant de l'hôpital en poussant le brancard, elle activa un protocole d'urgence que Victor avait planifié méticuleusement. Des capteurs cachés dans le brancard détectèrent un mouvement non autorisé, déclenchant des alarmes silencieuses qui alertèrent simultanément le FBI, l'Interpol et la police locale. À l'intérieur de l'ambulance factice,
Patricia se détendit enfin. Elle avait réussi. Gabriel était de retour entre ses mains, et maintenant elle pouvait négocier avec Eduardo en position de force. Elle n'avait aucune idée que l'ambulance était suivie par 8 véhicules non identifiés. Le convoi suivit exactement 12 pâtés de maison avant d'être intercepté. Lorsque Patricia réalisa qu'elle était cernée, il était déjà trop tard. Des agents fédéraux sortirent de véhicules camouflés, bloquant toutes les issues. Patricia Volkov, vous êtes arrêtée pour trafic international de mineurs, production de matériel d'exploitation infantile, extorsion et constitution de bandes organisées. La voix amplifiée résonna dans la rue. Mais Patricia ne se rendit pas facilement. À l'intérieur de l'ambulance, elle plaqua un scalpel contre le cou de Gabriel, qui était encore sédaté. « Si vous approchez, je le tue. » Eduardo, qui assistait à toute la scène depuis un hélicoptère, sentit le monde s'arrêter. Victor lui saisit le bras pour l'empêcher d'agir impulsivement. « Calme-toi. Nous avons un plan pour ça aussi. » L'agent Chen s'approcha lentement de l'ambulance, les mains visibles et vides. « Patricia, nous savons qui vous êtes vraiment. Nous savons pour votre fille. » Patricia se figea. « De quoi parlez-vous » Elena Volkov, 8 ans, est morte dans un orphelinat à Bucarest pendant que vous étiez en prison pour vol. Vous avez commencé à haïr les enfants après cela, n'est-ce pas? Mais aussi à les protéger d'une manière déformée. Les mots frappèrent Patricia comme des balles. Eduardo regardait en direct, tandis que le visage de l'enlèveuse se transformait. Le masque de froideur professionnelle s'effondra, révélant une femme dévastée par la douleur. « Vous ne comprenez rien », cria Patricia, mais ses mains tremblaient. Ces enfants riches ne savent pas ce que c'est que de souffrir vraiment. Et vous pensiez qu'en leur enseignant la souffrance, vous honoriez d'une quelconque manière la mémoire de votre Elena. L'agent Chen continua à s'approcher. Votre fille aurait aimé vous voir faire du mal à d'autres enfants. Le scalpel tomba des mains de Patricia. Elle s'effondra en larmes, permettant aux agents d'entrer dans l'ambulance et de sauver Gabriel. Eduardo courut de l'hélicoptère directement sur place, arrivant à temps pour voir son fils s'éveiller dans ses bras. « Papa, c'est fini ?» demanda Gabriel de sa voix faible. « C'est fini, mon fils. C'est fini pour toujours. » Alors que Patricia était emmenée menottée, elle lança une dernière révélation qui choqua Eduardo. « Vous croyez avoir gagné ? Il y a 12 réseaux comme le nôtre qui opèrent en ce moment. Gabriel ne sera jamais vraiment en sécurité. » Mais Eduardo ne se laissa pas impressionner. Au cours des dernières heures, Victor avait remis aux autorités internationales des informations sur les 12 réseaux mentionnés par Patricia. L'opération n'avait pas seulement capturé le projet Larme, elle avait démantelé un empire mondial d'exploitation infantile. À ce moment-là, dans 17 pays différents, 847 personnes étaient arrêtées simultanément. Plus de 400 enfants étaient sauvés. Des comptes bancaires contenant des millions de dollars étaient bloqués. Le cauchemar était terminé, non seulement pour Gabriel, mais pour des centaines d'autres enfants dans le monde entier. Eduardo serra Gabriel contre sa poitrine, voyant Patricia disparaître dans la voiture de police. La femme qui avait transformé sa vie en enfer allait maintenant affronter des décennies de prison. Mais plus important que la vengeance, c'était la certitude que son fils était enfin en sécurité. 6 mois plus tard, Eduardo se trouvait dans le jardin de sa nouvelle maison, observant Gabriel jouer avec d'autres enfants. Ils avaient déménagé dans une propriété plus petite, plus accueillante, loin des fantômes de la villa où tout s'était passé. Le garçon avait pris du poids, ses yeux brillaient à nouveau, et son rire résonnait dans la cour comme une musique aux oreilles de son père. « Papa, regarde ce que j'ai planté. » Gabriel courut vers Eduardo en tenant un petit pied de tournesol. Cela faisait partie de la thérapie recommandée par la psychologue. Cultiver une nouvelle vie pour symboliser de nouveaux départs. « Il est magnifique, mon fils. Ta mère aurait adoré les tournesols. » Eduardo s'agenouilla aux côtés de Gabriel, l'aidant à choisir l'endroit parfait pour planter le pied. Pour la première fois depuis des années, il pouvait parler d'Amanda sans ressentir seulement de la douleur. Maintenant, il y avait aussi de la gratitude pour les souvenirs heureux. Le processus de guérison n'avait pas été facile. Gabriel avait suivi des mois de thérapie pour surmonter les traumatismes liés aux sédatifs et à l'enfermement. Il y avait des nuits où il se réveillait encore en criant, mais Eduardo était toujours là, le tenant jusqu'à ce que les cauchemars passent. Ils avaient appris ensemble que la véritable guérison demandait du temps, de la patience et beaucoup d'amour. Monsieur Mendes. Une voix familière appela depuis le portail. C'était Sarah Chen, l'agent du FBI qui avait aidé à la capture de Patricia. Elle venait pour des visites mensuelles afin de suivre l'adaptation de Gabriel et donner des nouvelles sur l'affaire. Agent Chen. Quel plaisir de vous voir. Eduardo se leva, essuyant la terre de ses mains.
Comment vont les procès? Patricia Volkov a été condamnée à 42 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Le jury a été particulièrement sévère après avoir entendu les témoignages des victimes. Sarah sourit en observant Gabriel planter soigneusement son pied. Mais j'ai encore de meilleures nouvelles. Eduardo attendit pendant que Sarah ouvrait un dossier. L'opération que vous avez aidé à déclencher a abouti à la plus grande saisie de réseaux d'exploitation infantile de l'histoire. En plus des 847 arrestations initiales, nous avons pu traquer et arrêter 312 autres criminels lors d'opérations ultérieures. Plus de 650 enfants ont été sauvés et reçoivent actuellement des soins. Les chiffres étaient impressionnants, mais Eduardo savait qu'au-delà de chaque statistique, il y avait un enfant qui avait souffert comme Gabriel. Et les familles. Nous avons créé un fonds d'assistance avec les biens confisqués au réseau criminel. Environ 80 millions de dollars sont distribués pour couvrir la thérapie, les soins médicaux et le soutien psychologique de toutes les victimes. Sarah referma le dossier. Vos dons personnels ont également beaucoup aidé, Eduardo. Après que la poussière se soit dissipée, Eduardo avait donné la moitié de sa fortune à des organisations luttant contre les crimes contre les mineurs. Il avait découvert que l'argent ne pouvait pas racheter les mois perdus avec Gabriel, mais pouvait aider d'autres familles à se reconstruire. Tati Sarah. Gabriel courut vers l'agent, l'embrassant autour des jambes. Ces derniers mois, elle était devenue une figure maternelle dans la vie du garçon. Tu veux voir mon jardin? Bien sûr que je veux. Sarah se baissa pour se mettre à la hauteur de Gabriel. Raconte-moi chaque plante. En se promenant dans le jardin, Gabriel expliquait avec enthousiasme les tomates qu'il cultivait, les fleurs qu'il avait choisies pour faire un bouquet pour la tombe de sa mère, et l'arbre fruitier qu'il avait planté pour quand je serai grand et que j'aurai des enfants aussi. Eduardo observait la scène, le cœur réchauffé. Gabriel n'avait pas seulement survécu au traumatisme, il s'épanouissait. L'enfant traumatisé et sédaté s'était transformé en un garçon vibrant, plein de projets et de rêves pour l'avenir. Papa a dit que nous allions visiter d'autres familles qui ont traversé la même chose que nous, commenta Gabriel à Sarah. Je veux montrer aux autres enfants qu'il est possible d'aller mieux. C'était vrai. Eduardo et Gabriel étaient devenus bénévoles dans un programme de soutien aux victimes de crimes similaires. Leur visite aux autres familles était thérapeutique pour eux deux. Ils aidaient les autres tout en consolidant leur propre guérison. Cet après-midi-là, après le départ de Sarah, le père et le fils s'assirent sur la balançoire qu'Eduardo avait installée dans le jardin. C'était le même modèle que rêvait d'avoir Amanda lorsque Gabriel est né. « Papa, je me souviens parfois de tante Carla, » dit soudain Gabriel, surprenant Eduardo. « Mais je n'ai plus peur. Je sais que tu ne me laisseras plus jamais seul avec des gens mauvais. » Eduardo serra son fils plus fort. « Plus jamais, Gabriel. Et tu sais quoi? J'ai appris que te protéger ne signifie pas seulement engager des agents de sécurité ou devenir riche. Cela signifie être présent, faire attention, écouter ce que tu as à dire. Et cela signifie planter des fleurs ensemble, ajouta Gabriel avec un sourire. Et cela signifie planter des fleurs ensemble, acquiesça Eduardo en riant. Alors que le soleil se couchait, Eduardo réfléchissait à tout ce qu'ils avaient vécu. La douleur de la perte d'Amanda l'avait presque aveuglé au danger qui entourait Gabriel. Le travail excessif, utilisé comme fuite face à la douleur, avait créé le vide que des criminels comme Patricia avaient exploité. Mais de la tragédie naquit une leçon puissante. La richesse matérielle ne protégera jamais réellement nos enfants. L'amour présent, l'attention sincère et la connexion émotionnelle sont les seules véritables armures contre un monde qui peut être cruel envers les innocents. Gabriel s'endormit sur la balançoire, en sécurité dans les bras de son père. Eduardo le porta à l'intérieur, le coucha dans son lit, et pour la première fois depuis des années, il dormit profondément, sans cauchemar. Dans le jardin, les pieds de plantes qu'ils avaient plantés ensemble poussaient silencieusement dans l'obscurité, promettant de fleurir avec l'arrivée d'un nouveau jour. L'histoire d'Eduardo et Gabriel prouve que même dans les situations les plus désespérées, l'amour d'un père peut déplacer des montagnes, démanteler des empires criminels et surtout, guérir les cœurs brisés. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a fait réfléchir sur l'importance d'être réellement présent dans la vie de ceux que nous aimons, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui peuvent transformer votre perspective sur la famille, la protection et l'amour inconditionnel.